Bonjour, bon réveil, bon petit déjeuner, bonne matinée, bon déjeuner, bonne entrée, bon plat, bon fromage, bon dessert, bon appétit, bonne digestion, bonne sieste, bon après-midi, bon goûter, bonne soirée, bon souper, bon dîner, bonne nuit et bon poulpe YouTube, ici Swift pour vous accueillir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bonne Nuit les Poulpis, le poulpecast d'une histoire, un conte, une légende pour vous détendre. Installez-vous confortablement dans votre chaise, votre fauteuil, votre canapé ou votre lit et laissez-vous emporter par ce récit. Havbar et Signe. Havbar, un roi des fjords d'Islande, était tombé amoureux de Signe. Eh oui, même les cruels vikings avaient un cœur et ils perdaient parfois la tête pour les beaux yeux d'une femme. Havbar, lui, s'était épris de Signe lors d'un voyage en Norvège. En fait, ce voyage était une expédition guerrière, mais Havbar évitait d'employer cette expression car il se préoccupait des apparences. C'est cette même raison qui lui faisait lustrer chaque matin l'acier de son aume, astiquer sa hache 3 fois par jour, porter des capes rouges. Un jour qu'il visitait un territoire, c'est-à-dire qu'il l'explorait avant de le saccager, il aperçut une jeune fille qui se lavait dans la rivière. « C'est tout de même plus commode de se laver chez soi », remarqua aussitôt le sagace Havbar. « Et l'eau y est moins froide », ajouta Thorkel, son fidèle compagnon de voyage. La jeune fille était très jolie. Elle avait de magnifiques cheveux blonds, des yeux bleus et la peau claire. Havbar se mit à soupirer en la regardant, et à le voir ainsi bouleversé, lissant ses moustaches avec des gestes nerveux, Thorkel songea. « Le voilà qui tourne les yeux comme une écrevisse dans l'eau bouillante. » On n'explique pas l'amour, pas même dans les livres. Havbar, en voyant la fille sortir de l'eau, sécher ses cheveux et enfiler lentement sa robe, décida qu'il l'aimait et qu'il devait la marier. Aussi ses compagnons et lui la suivirent-ils discrètement à travers la forêt jusque chez elle. Elle habitait un petit village fortifié par une palissade de bois que peu d'hommes semblaient défendre. La plupart étaient sans doute en voyage eux aussi. Camouflés par les blés, Havbar et ses hommes attendirent l'aurore, puis, au cri « Dégorgeons-les tous », Havbar entreprit de faire sa demande en mariage à la fille de la rivière. Havbar affronta les deux hommes qui gardaient l'entrée du village. Le hasard voulait que ce fussent les frères de la jeune fille. Au terme d'un combat qu'il estimait loyal, on leur avait simplement attaché les mains dans le dos et bandé les yeux. Il coupa le premier en deux parties égales grâce à Breidox, sa hache d'or, et étrangla l'autre de sa main puissante. Mais il ne suffisait pas à Havbar d'avoir pris la vie de deux hommes valeureux, il lui fallait, ainsi qu'il l'avait prévu, emporter la jeune fille comme butin. Ses compagnons s'apprêtaient donc à défoncer la porte de la palissade lorsque l'un d'eux fut transpercé d'une flèche. Les hommes du village rentraient d'expédition. À la tête des villageois se trouvait leur chef, Sivord le Beg, l'oncle de Signe et de ses deux frères assassinés par Havbar. En les voyant si nombreux, les guerriers de Havbar prirent la poudre d'escampette. On se lança à leur poursuite, mais en vain. Leur poudre était vraiment d'excellente qualité, et Havbar et ses hommes atteignirent l'orée du bois en un rien de temps. Un cousin de Sivord lui cria « Qui es-tu, toi qui nous as attaqués comme un loup ?»« Je suis Havbar le rusé, » répliqua le fuyard. « Et toi, qui es-tu » Sivord le Beg prit la parole. « Si. » Le cousin répondit à sa place. « Sivord le Beg !»« Pourquoi le Beg ?» demanda Havbar curieux. « Parce... »« Ça va, répondit Havbar, j'ai compris. » Il leva la main et ses guerriers s'enfoncèrent sans plus tarder dans la forêt profonde. Quelques jours passèrent. Havbar pensait toujours à la jeune baigneuse et élaborait un stratagème pour la revoir. Il était brave et rusé, mais un peu excentrique. Aussi l'artifice qu'il inventa pour arriver à ses fins était-il plutôt farfelu. Il était hors de question qu'il se rende en personne au village où on l'aurait reconnu et, selon toute probabilité, servi en grotre aux chiens. Tandis qu'il réfléchissait au parti à prendre, il fut distrait par les cris de deux femmes capturées au cours de l'expédition aux prises avec 9 vikings. Havbar observa attentivement ces femmes et une idée lumineuse lui vint. Il s'écria « Calvaire brusque stick », c'est-à-dire tendon de veau, ce qui, dans le contexte, pourrait se traduire par « Eureka ». Sans attendre, il ordonna aux femmes de se déshabiller et enfila leurs vêtements. Puis il leur coupa les cheveux ras pour s'en faire une perruque et sacrifia ses moustaches, s'arrangeant de telle façon qu'on aurait pu le prendre pour une femme.
Enfin il empoigna Breidox, sa hache d'or, se couvrit de son casque de guerrier, se saisit de son bouclier de bois recouvert d'argent décoré, revêtit sa cotte de mailles faite d'anneaux de fer, de cuivre et d'or, et se drapa pour finir de sa cape rouge. Le rusé Avbar entendait se rendre au village de Sivord-le-Beg travesti en Valkyrie. Ainsi pensait-il avoir toutes les chances d'approcher la belle jeune fille. Chez les Vikings, en effet, la Valkyrie, femme soldat qui choisissait les guerriers destinés à mourir sur les champs de bataille, était écoutée et respectée. Elle enseignait aux hommes l'art de la guerre, celui de la fabrication des armes, et aussi comment tisser des vêtements qu'aucune flèche ne pouvait percer. Ainsi accoutré, Avbar s'empara d'un cheval. Les forêts scandinaves étaient riches en chevaux sauvages à cette époque, et galopa vers le village de Sivord-le-Beg. Aux nouveaux gardes qui surveillaient l'entrée du village et l'arrêtèrent, il lança. « Puisse Odin tonnant et Thor le terrible veiller sur Sivord-le-Beg, votre chef. Je suis une Valkyrie, femme par le visage et la pudeur, mais homme par le courage et les armes. Les dieux m'envoient pour enseigner à qui j'en jugerai digne l'art de choisir les guerriers qui doivent mourir au combat, et celui de filer des vêtements qu'aucune flèche ne pourra percer. » Les gardes hésitèrent un peu. S'ils se souciaient peu de savoir quel soldat sacrifier sur le champ de bataille, ils trouvaient en revanche très utile de savoir filer des vêtements imperméables aux flèches. Ils firent donc entrer la Valkyrie et la présentèrent à Sivord-le-Beg. Avbar, sous son déguisement, expliqua son affaire et demanda qu'on lui présente les jeunes filles du village. Quand il reconnut Signe, il s'avança vers elle, se retenant à grand-peine de l'embrasser. « Comment t'appelles-tu » lui demanda-t-il d'un timbre aigu pour dissimuler sa voix rauque. « Je suis Signe Grettir-Sjöknir Omundr-Dottir. »« Grettir-Sjöknir Omundr-Dottir ? Quel nom charmant ! Puis-je te surnommer Signe aux beaux cheveux ?»« Oui, si cela te plaît davantage, » accepta la jeune fille. « Signe, » reprit la fausse Valkyrie, « je suis prête à t'apprendre des choses admirables, à la seule condition que nul n'entre dans la pièce où nous serons durant mon enseignement. »« J'y consens bien volontiers, » répondit Signe aux beaux cheveux avec un sourire angélique. Avbar la Valkyrie demanda à Sivord s'il approuvait en tant que chef du village le choix qu'il avait fait. « Je... » Au bout de 15 secondes, Sivord fit un geste de la tête qui signifiait « Je suis d'accord ». Avbar prit congé de Sivord et suivit Signe, qui l'introduisit chez elle. Elle habitait chez son père, Romundr Svensson, surnommé Romundr le Putois. Celui-ci était très heureux que son enfant ait été choisi. Fille d'un homme riche, Signe avait une grande chambre et des esclaves. « Permets-moi, dit Signe, de te montrer moi-même des travaux précieux. Je travaille à une tapisserie pour mon père. M'aideras-tu pour mon ouvrage ?»« C'est que je ne sais point tisser, » avoua Avbar un peu confus et sans réfléchir. « N'est-il pas étrange que vous l'ignoriez ?» fit remarquer non sans malice une esclave qui accompagnait toujours Signe. « Ne devez-vous pas justement lui enseigner l'art de tisser des vêtements qu'aucune flèche ne peut percer ?» Avbar se tut, de peur de se trahir davantage. Signe ordonna qu'on leur apporte de la bière. Avbar, qui avait soif, en but un demi-tonneau d'une seule traite. « Jamais je n'ai vu une femme boire autant, » s'étonna l'esclave de Signe. « Et jamais femme n'a si bien supporté l'alcool, » ajouta-t-elle. « Jamais esclave n'a jacassé de la sorte, » reprit Avbar en la regardant sous le nez. Mais Signe ne prêtait point l'oreille aux propos de son esclave, tant elle était charmée par cette Valkyrie à la voix singulière et au regard trouble. La journée passa. Avbar ne quitta pas Signe un seul instant, et lorsque la nuit vint, il dit à celle qu'il aimait. « Écoute, Signe, si tu veux que je t'apprenne l'art de choisir les guerriers qui doivent mourir au combat et celui de tisser des vêtements qui résistent aux flèches, il faut que tu renvoies ton esclave. Nous devons rester seuls. »« C'est juste, » répond Signe, et elle pria son esclave de sortir de sa chambre. « Mais ne peut-on dormir d'abord ? Je n'en puis plus, le sommeil me gagne. Instruis-moi demain. » Signe dénoua ses cheveux ondoyants comme le lin des prés, puis elle ôta ses vêtements et se coucha dans son lit recouvert de peau d'ours. « Ne viens-tu pas te coucher » demanda-t-elle à Avbar. « Me voici, » répondit-il. Il enleva son casque et sa cotte de mailles, déposa à terre le bouclier et Breidox, la hache d'or dont il ne se séparait jamais, et se glissa sous les lourdes couvertures. « Pourquoi ton sein n'est-il point rond comme celui des autres femmes ?» s'étonna la jeune Signe. « Parce qu'au pays des dieux, les femmes accompagnent les hommes au combat. Un sein rond serait à l'étroit sous une cuirasse. »« C'est juste, » répondit Signe. « Que m'apprendras-tu demain »
murmura la jeune fille. L'astucieux Avbar répondit. Demain est un autre jour. Je t'apprendrai d'abord à mêler nos souffles. Ils nouèrent leurs doigts et marièrent leurs chevelures. La nuit fut longue. Une saison passa de la sorte. Signe n'avait toujours rien appris de ce que la Valkyrie avait prétendu lui enseigner. En revanche, Avbar était devenu son amant. L'esclave de Signe, elle, avait remarqué le gros ventre de la fille de Romundre le Putois. « Ce n'est pas l'enseignement des Valkyries qui donne le ventre rond, pensait-elle. Tout cela va mal finir, je le sens. Oui, ça va mal finir. » Elle se mit à épier sa maîtresse et son hôte étrange. Une nuit, elle ouvrit la porte de la chambre de Signe et constata que la Valkyrie abandonnait ses armes près du seuil. Plus tard, elle pénétra sans bruit dans la pièce éclairée par un rayon de lune et reconnut sans peine dans Avbar l'un des guerriers qui avait tenté d'en prendre le village. S'emparant de ses armes, elle alla sans tarder réveiller Romundre le Putois, puis, se pinçant le nez, lui chuchota. « Réveille-toi, ô Romundre le Putois, debout! Il ne convient pas de dormir quand un homme est dans le lit de Signe, ta fille !» Romundre se réveilla en sursaut. Il reprit rapidement ses esprits et bougonna. « Tais-toi, maudite esclave! Comment oses-tu salir le nom de ma fille, la plus pure d'entre toutes? Demain, avant que le soleil se couche, tu seras morte. » L'esclave sortit un instant de la chambre de son maître. Elle inspira une bouffée d'air frais, puis revint sur ses pas et dit dans un souffle. « Écoute plutôt et regarde. Voici les armes que j'ai dérobées à celui qui est dans le lit de ta fille. Le casque et le bouclier, la cotte de maille et cette hache d'or. Ce n'est point une Valkyrie, mais un imposteur qui profite des grâces de Signe. » Romundre tenta de contenir sa colère, ce qui chez lui était chose rare. Il fit appeler ses parents, réveilla ses cousins, ses frères et tous ses voisins. Fort de cette escorte, Romundre se dirigea vers la chambre de Signe en fulminant. « Je ferai dévorer cet homme par les aigles !» pensait-il furieux. Arrivé devant la porte, Romundre frappa 3 fois et hurla. « Sors affronter mes hommes si tu l'oses !» Avbar bondit de la couche et chercha partout ses armes. « Mon casque, ma cotte de maille, mon bouclier, et toi, Braidox, ma hache d'or qui donne la mort, où êtes-vous » Les guerriers défoncèrent la porte et se jetèrent sur lui dans une grande clameur. Mais Avbar ne se rendit pas. De ses seuls poings, il étendit 30 guerriers et des plus valeureux, tandis qu'à 30 autres il fit mordre la poussière, et que 30 autres encore, frappés par lui, s'enfoncèrent dans la mort. Seul Romundre le Putois résistait, car Avbar, pour le combattre, devait retenir son souffle et enfoncer avec rage ses doigts dans ses narines. Il n'avait plus alors que ses pieds pour se défendre. On tenta de l'enchaîner, mais Avbar brisait toutes les chaînes. L'esclave de Signe, qui observait le combat depuis la cuisine, s'approcha et affirma d'un ton docte. « Tu ne parviendras jamais à l'entraver avec ces chaînes robustes. Prends plutôt un cheveu de Signe, un seul cheveu d'or, et noue-le autour des mains de Avbar. Ce cheveu, il n'arrivera pas à le rompre. » C'est ce que l'on fit, et Avbar fut enfin ligoté. La surprise était grande. Romundre le Putois demanda à l'esclave. « Comment connais-tu la façon d'enchaîner un guerrier, toi, esclave de ma maison ?» Et l'esclave d'expliquer d'un ton suffisant. « C'est qu'avant que tu me fasses prisonnière pour me réduire en esclavage, j'ai été l'épouse d'un roi friand de contes de fées. Or, dans l'un de ces contes, on attachait un ennemi exactement de cette manière. Les Vikings se réjouirent d'un tel à propos chez une esclave que l'on croyait inculte et dépourvue d'esprit. Profitant du répit que lui procurait cette diversion, Avbar se tourna vers Signe et lui chuchota. « Signe, si tu m'aimes, promets-moi de ne pas me survivre, non plus que l'enfant que tu portes. Quand tu verras au loin s'agiter la cape rouge dont je ne me sépare jamais, c'est qu'ils m'auront pendu au plus grand arbre de la place. Mets alors le feu à ta chambre et à la grande maison de ton père. Ainsi, nous mourrons ensemble. » Signe ne répondit pas, la douleur la rendait muette. Elle redoutait trop de voir flotter la cape rouge de son amoureux. On traîna Avbar à travers le village. En arrivant au pied du plus grand arbre de la place, celui-ci dit à Romundre. « Romundre, je vais mourir. Tu me dois une faveur. Pends d'abord ma cape rouge à cet arbre. Je voudrais la voir flotter au vent. » « Quel est l'intérêt de voir flotter une cape ?» siffla Romundre avec dédain. « Je gagnerai quelques instants de vie et, pour un condamné à mort, une seconde vaut une vie entière. » Romundre ordonna et l'on suspendit la cape rouge. Dans la grande maison déserte, Signe attendait le signal fatal. À la vue de la cape qui flottait au vent, elle pensa que son amant était mort. Elle ferma les portes et répandit par terre de l'huile de baleine qu'elle enflamma.
La grande maison de Romundre se mit aussitôt à brûler. Au même moment, on ajustait la corde autour du cou de Havbar. Le putois allait donner l'ordre de faire rouler la bûche sur laquelle le traître était monté, lorsqu'on entendit soudain résonner une corne. On appelait au feu. « C'est ta maison qui brûle, dit-on à Romundre. C'est ta fille qui meurt, hurla de désespoir un cousin de Romundre. Et c'est le petit-fils que tu n'auras jamais, entendit-on depuis le brasier. C'était Signe aux beaux cheveux qui criait à son père. On se rua vers la grande maison en abandonnant à Havbar la corde autour du cou. En arrivant chez lui, Romundre ne vit qu'un immense brasier où se consumaient ses biens et la fille qu'il chérissait plus que tout au monde. Il n'y avait plus rien à faire. Sivord le bègue combattait les flammes avec conviction, mais sans grand résultat. Contre toute attente, Havbar parut alors. Le cheveu d'or qui l'entravait avait pris feu. Libre, il était accouru vers le lieu de l'incendie. Il réclama des armes et avec courage pénétra dans la maison. Il voulait sauver Signe, il brûla avec elle. N'ayant pu être unis dans la vie, les amants le furent dans la mort. Du milieu de tant de désolation, une voix s'éleva, douce et solennelle. Pour chacun de nous est fixée une heure dernière, et face aux flèches de la mort, il n'est nul bouclier qui vaille. Surpris, les Vikings se lancèrent des regards incrédules. C'était bien Sivord le bègue qui venait de s'exprimer. L'intense émotion avait fait disparaître son bégaiement. On raconte qu'à partir de cette tragédie, il ne cessa plus de parler. On en vint même à le surnommer Sivord le bavard. En regardant les cendres fumantes, l'esclave ne cessait de répéter d'un air condescendant et déplacé qui agaçait tout le monde. « Je savais que ça tournerait mal, je le savais !» Elle regardait à droite et à gauche à la recherche de signes d'approbation, puis répétait « Je savais que ça tournerait mal, je le savais, oui, oui, oui !» Cette fois, Romundre le putois perdit patience. Il la saisit par le cou et, quick, le lui brisa. Tel fut le sort d'Havbar et Signe. Tous deux sont désormais réunis en un lieu où ils ne connaissent ni la maladie, ni la souffrance, ni les guerres cruelles, ni la vieillesse tourmentée, et où ils jouissent d'une paix que l'esclave sagace n'aurait, elle, jamais su prévoir. J'espère que vous aurez apprécié cette histoire. Elle est tirée des contes et légendes Les Vikings, écrits par Lars Haraldsson aux éditions Nathan. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à mes réseaux Instagram et TikTok. De plus, vous pourrez retrouver ces histoires en direct sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite et fin de journée, de soirée, une bonne nuit. Je vous fais plein de poulpoutou et je vous dis à bientôt dans l'océan.